faut savoir aussi qu'à chaque fois pour le financement, la plupart du temps, on m'a dit non, hein. C'est-à-dire qu'au début, même pour le premier bien, c'était non sur les banques à Paris, quoi. Je me suis dit j'achète dans l'Est et je suis parti avec ma petite sacoche voir des banques dans l'Est et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon premier financement. Au début, tu crains de pas pouvoir louer pendant les vacances. Après, tu crains de pas pouvoir louer pendant un an. Et donc du coup, franchement, j'ai pris mes deux mains. J'ai dit à ma femme, écoute, je vais m'absenter pendant quelques semaines. Il faut que je termine ce chantier. Il faut que cette histoire elle soit derrière nous. Je pense que je peux encore lever un tout petit peu parce que j'ai des bonnes relations avec mes banques. Je sais exactement pourquoi ils refusent. Et je sais que c'est uniquement sur l'apport et avec l'apport nécessaire, je pourrais lever de la dette en nom propre, quoi. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Investir en immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. Si tu as vécu un ou deux cycles d'investissement, tu le sais sûrement déjà. Ce n'est pas un sprint, mais une course de fond pour laquelle il faut se préparer et se construire une certaine résilience aussi. Tony Harrison, notre invité du jour, n'a pas chômé, lui, sur les obstacles potentiels à la construction de son patrimoine immobilier. Intermittent du spectacle, père de 3 enfants et pour finir victime de la faillite de la société de rénovation Broussard qu'il a planté sur un chantier, lui laissant une ardoise de plus de 60 000 euros. Il construit tout de même en 5 ans un patrimoine immobilier qui lui génère un cash flow mensuel moyen de 2500 euros. Comment on en vient à s'intéresser à l'investissement immobilier quand on est issu d'un milieu modeste et qu'on suit une carrière artistique? Comment se faire financer en nom propre avec un statut d'intermittent? Pourquoi des biens en location courte durée fonctionnent mieux en Moselle qu'en Normandie? Et comment les piloter à distance sans l'aide d'une conciergerie? Comment se passe un chantier mené par une société de rénovation qui fait faillite? Et comment on trouve les ressources pour s'en sortir et continuer à investir malgré tout? Un épisode qui va te faire abandonner tes excuses et te donnera de la motivation pour continuer à développer ton patrimoine en toutes circonstances. Avant de démarrer, je te rappelle que si tu l'apprécies, tu peux soutenir ce podcast. Oui, au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify principalement. Et de posts également sur LinkedIn pour la visibilité, ça nous aide beaucoup. On a pas mal de gens qui nous ont rejoint aussi le mois dernier sur la chaîne YouTube. On a dépassé les 6000 abonnés. Bienvenue à toi, merci de ta confiance et bienvenue si tu nous suis depuis là-bas. Allez, sur ce, on part au contact de l'adversité dans l'investissement immobilier avec Tony. C'est parti. Salut Tony, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là et de partager avec nous un petit peu de ton parcours dans l'immobilier. Est-ce que tu pourrais nous présenter, te présenter aux gens qui ne te connaissent pas encore, peut-être? Bien sûr, alors je m'appelle Tony Harrison, je suis acteur, comédien et metteur en scène, et j'ai une compagnie qui s'appelle Arc-en-Ciel Compagnie, dans laquelle je fais des mises en scène ou des projets ayant un lien avec le théâtre et la jeunesse. Donc je fais ça depuis maintenant 25 années, puisque j'ai commencé avec mon premier film en 99 avec un film qui s'appelle La Squale, et donc depuis j'en ai fait une quarantaine en France et en Allemagne. Yes, La Squale, les anciens savent. C'est vrai que les tout jeunes, quoi qu'il y a des jeunes qui l'ont vu, enfin quand je dis des jeunes, ceux qui ont 20 ans, voire 30, hein, mais ça ne nous rajeunit pas. Ouais, c'est clair. Non, mais je me souviens quand il était sorti, c'était genre, waouh, c'était un peu aussi, il y avait une mouvance un peu sur les films sur les banlieues à ce moment-là. Donc il y en avait pas mal. Ouais, il y avait Rail qui était sorti quelques années avant, et La Haine bien avant aussi. Donc c'est vrai que il y en avait pas non plus tellement. Il y avait Ma Cité va craquer aussi. Donc il faisait partie de genre de film vraiment à connotation très urbaine, hip-hop et qui présentait un peu les banlieues non seulement en France mais aussi à l'étranger, hein. Toi, dans l'investissement, comment t'en es venu à te dire que tu allais commencer à investir au parallèle du coup de ta carrière dans le culturel? Alors c'est vrai que moi je fais ça depuis un certain moment et les intermittents du spectacle, enfin quand t'es acteur, t'es payé par cachet. Donc quand tu fais un film, tu peux avoir 20, 40 cachets quand t'as un des rôles principaux, ou bien quand t'as un rôle secondaire, ça peut être 3, 4 jusqu'à 10, 12
15 cachets. Et donc l'idée, c'est de multiplier le nombre de cachets dans l'année qui t'ouvre le droit à une indemnité chômage, qu'on appelle intermittence, et qui te permet d'avoir un salaire mensuel et qui te permet de pérenniser ta situation professionnelle. Donc moi, ça fait 25 ans que je suis intermittent du spectacle, et donc c'est vrai que on a un régime assez spécial où notre retraite, je pense que voilà, on ne compte pas trop dessus, même si peut-être on en aura peut-être une s'il y a un miracle. De toute façon, il y a quelques années, j'avais déjà ce feeling d'entrepreneuriat. J'ai commencé à travailler assez jeune au marché quand j'avais 13 ans. Après, on achetait des places, on les revendait. Tu sais, c'était les places de marché. On achetait de la marchandise. Après, on revendait la marchandise. On allait chez les grossistes à Saint-Ouen, à Aubervilliers, à l'époque. Et donc ça a toujours fait partie de ma personnalité. Et donc, même en tant qu'intermittent, j'ai toujours, à chaque fois que j'avais un peu d'argent de côté, je produisais, que ça soit de la musique, que ça soit des courts-métrages. Dès que je pouvais produire quelque chose, je réinvestissais cet argent pour pouvoir moi me développer et pouvoir avoir un retour sur investissement aussi sur des projets culturels, quoi. Et donc sur l'investissement immobilier, c'est venu un peu sur le tard parce que j'avais toujours été locataire, comme mes parents, j'ai envie de dire. Et donc c'est vrai que c'est un réflexe. Moi, je viens d'une famille de pauvres, hein, donc ça a rien de péjoratif, mais qui avait pas d'argent, donc ça faisait pas partie de la culture de ma famille d'accéder à la propriété de manière automatique. Et donc c'est venu il y a 4 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, vraiment de manière concrète, quoi. Et du coup j'ai commencé à vouloir acheter un premier studio, et chose que j'ai pas faite, mais ça m'a mis dedans. Et donc j'ai commencé à écouter plein d'émissions, notamment sur YouTube, et à suivre plein de personnalités issues du monde de l'immobilier pour vraiment avoir encore un peu plus d'informations, parce que ça fait peur quand tu l'as jamais fait pour la première fois. Et à ce stade-là, en fait, au moment où tu démarres, donc c'est quoi, 2018 à peu près, l'immobilier sur les invests, ouais, en immobilier. Sur les investissements, alors c'est même un peu sur le tard, puisque c'est en 2019 où je commence à m'intéresser, parce que l'achat concrètement, parce que j'ai fait une première opération qui a duré, c'était sur un achat en région parisienne, où je voulais acheter un studio, et c'était un peu avant le Covid. Donc le Covid, c'est 2020. Donc ouais, j'ai commencé à m'y intéresser à partir de 2019. Ça marche. Et le déclic, enfin le truc qui a fait que tu t'es lancé dessus, c'était des considérations par rapport à la construction de ta situation financière, ou par rapport à transmettre à des enfants. Enfin, c'est quoi pour toi qui, dans ta tête, t'as un peu mené à aller au bout, quoi. Ou est-ce que c'est peut-être de suivre justement les gens sur Internet qui parlent de comment ils investissent? Non, merci pour ta question, parce que je la trouve très juste. C'est qu'est-ce qui pousse quelqu'un à investir dans l'immobilier si c'est pas son métier, ou si c'est pas pour une raison vraiment parce que effectivement il faut vraiment le vouloir, parce que on verra par la suite que c'est pas non plus un tour de magie. Mais moi, ce qui m'a motivé, c'est que je me suis dit, je suis papa, j'avais 3 enfants, et je me suis dit, s'il m'arrive quoi que ce soit, qu'est-ce que je vais leur laisser? J'avais un peu d'économie, mais j'ai pas délégué quelque chose. Si toutefois il m'arrive quelque chose de négatif, j'ai rien laissé pour ma famille, mes enfants, ma femme. Ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, il y a rien de mieux que de laisser un appartement. Au moins, s'il arrive quoi que ce soit, ils auront toujours un toit sous lequel habiter, quoi. Est-ce que du côté de ta femme, du coup, il y a plus de stabilité en termes contractuels, c'est du CDI, choses comme ça, ou Alors effectivement, moi, ma femme, d'ailleurs, si elle nous écoute, je l'embrasse. Elle est fonctionnaire, elle est agrégée de lettres modernes, donc elle est prof de français. En gros, elle a passé la grègue, et donc du coup, c'est vrai que sa situation, elle est beaucoup plus stable que la mienne. Et c'est vrai que quand je vais commencer à lui parler d'immobilier, je dois t'avouer que elle en avait rien à faire. Mais là où elle a commencé à s'intéresser, c'est que comme on partait
chaque mois et demi, puisqu'elle est prof et les profs ils ont des vacances chaque mois et demi, on allait chez les beaux-parents. Et moi je voulais pas trop squatter chez les beaux-parents quoi. Donc j'allais tout le temps à l'hôtel. Et je me suis rendu compte que et c'est une des raisons qui m'a donné envie d'investir dans l'Est, en Moselle, puisque ma femme elle est de là-bas. Et donc, à chaque fois qu'on allait là-bas, on dépensait 450 €, 500 € d'hôtel, tout simplement parce que moi, je dormais pas chez eux. Je me suis dit, mais comme ça va être sûr qu'on va passer chaque mois et demi, au moins une semaine là-bas, au moins pour déposer les enfants, bah, autant acheter un truc et quand on n'est pas là, on le fait louer. Et comme ça, au moins, c'est rentable, c'est un investissement qu'on et ça a commencé réellement, le vrai investissement locatif a commencé comme ça. Parce qu'en gros, tu voulais pas laisser tes enfants juste et puis partir ailleurs à tes beaux-parents et puis partir ailleurs. Tu voulais être à côté, quoi. Et passer les vacances Non, avec c'est eux. surtout parce que les beaux-parents, comme ils ont des difficultés à garder les trois enfants ensemble, si tu veux, c'est toujours bien quand il y a un des parents et comme c'est pendant les vacances scolaires, comme ils sont assez agités comme tous les enfants d'ailleurs. Donc du coup, voilà, ils soulagent, mais il faut quand même qu'il y ait la présence des parents pas loin. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Yes, tout à fait. C'était un peu un côté pratique qui t'a fait investir là-bas au début, quoi. Exactement. C'était vraiment le côté pratique. Je me suis dit, ben, nickel, plus besoin de payer l'hôtel, plus besoin de squatter chez les beaux-parents. Et quand t'es pas là, bon ben tu le loues. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé aussi après par la suite la location courte durée. Tu nous racontes la première OP, du coup, comment ça s'est passé? Alors la première opération, donc avant la première opération, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a eu deux opérations un peu loupées. Il y a eu la première opération, c'était vers chez moi là dans le 78 où je voulais acheter un studio et j'avais fait, c'était une bonne affaire. C'était en 2019 justement et donc ça a duré assez longtemps. Ça a duré 6 mois cette affaire. Tout ça pour à la fin. J'ai dû me retirer parce qu'après il y a eu le Covid et donc je me suis retiré à ce moment-là. Et donc j'étais un peu énervé quoi parce que je me suis dit t'as mis tout ce temps, toute cette énergie pour pas aller jusqu'au bout. Donc tout de suite après j'ai voulu recommencer. Donc et après C'était quoi? C'était une offre acceptée, puis t'as profité des 14 jours de rétractation? Comment ça t'est sorti ensuite? Alors j'y suis sorti par le prêt. En fait, j'ai envoyé 2 courriers de désistement, enfin de refus de prêt, tout simplement pour sortir après du compromis. Et ça parce que tu t'imaginais qu'il y allait pas avoir de location derrière, que ça allait être compliqué à cause du Covid, c'est ça? Ben disons que c'était une période, si tu te rappelles, assez compliquée. Personne savait exactement ce qui allait se passer le lendemain. Moi, c'est ma première opération. Il y a le Covid après par la suite. Je sais pas si ça va descendre, si ça va monter. Je sais pas si tu te rappelles la tension qu'il y avait à ce moment-là. Pour une première opération, t'es pas du tout rassuré. Et en plus, j'étais pas formé, parce qu'après, je me suis formé, mais à ce moment-là, j'étais pas formé. Et donc, j'ai pris peur, quoi. Donc après j'ai eu une deuxième opération qui heureusement elle n'est pas allée jusqu'au bout par ailleurs. C'était l'achat d'un terrain pour une construction avec un terrain qui était en pente. Donc c'était en Moselle, donc non loin de chez mes beaux-parents. Et donc du coup le prix du terrain était pas cher, il était à peu près à 18 000 €. Je me disais qu'en construisant, c'était quelque chose qu'on allait avoir de tout neuf. On allait déjà pouvoir faire une division. Mon beau-frère était architecte et toujours architecte d'ailleurs, donc je lui avais demandé des plans. Et du coup, le projet, quand on a commencé à le chiffrer, il dépassait les 200 et quelques mille. Et donc, mais ça durait quand même pas mal, tu sais, le temps de faire les plans, le temps que l'offre avait été acceptée, bien entendu, mais le temps après de rédiger l'acte et après de trouver des sociétés de construction, parce que là c'était vraiment du neuf. Et après se rendre compte que les banques peuvent y aller. Et après, tu te poses la question, mais à un moment, le prix du mètre carré en construisant ce bâtiment neuf était beaucoup plus cher que le prix du mètre carré de la ville dans laquelle le projet se situait. Et donc, au dernier moment, je suis encore ressorti. C'était pas facile parce que là encore, il a fallu ressortir avec les 2 refus de prêt. Mais j'étais, on va dire que le prix au mètre carré était à 1005 et j'étais déjà à 3000, 3002 en coup de revient. voilà, donc c'est
Donc, mais encore une fois, j'étais pas formé. J'étais juste dans la réalisation d'un projet, un beau projet, pratiquement une maison secondaire, avec la possibilité de louer une partie de cette maison secondaire. Et donc, et d'ailleurs, heureusement qu'après je me suis formé, mais j'y suis pas allé. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais été endetté à ce jour-là de beaucoup plus. Ça marche. Et après ces deux ratés entre guillemets, enfin ces deux accomplissements en tout cas, tu réitères quand même, tu dis allez jamais 203, c'est la troisième, c'est la bonne. Faut jamais rien lâcher. Ah non, c'est d'abord moi j'essuie d'abord les échecs pour aller à la victoire. Donc c'est vrai que on a le droit de se tromper quand on n'a pas, même si on est un peu informé avec tout ce qui se passe sur YouTube et même les podcasts. Je pense que et là je parle aux auditeurs, quand vous avez un premier achat à faire, c'est pas évident parce que on a l'impression de sauter comme ça. En plus il y a la barrière psychologique aussi parce que quand t'as pas été éduqué ou bien dans ton environnement, quand c'est pas un réflexe automatique, il y a plein de choses que tu maîtrises pas et c'est normal d'avoir peur. Après, faut pas avoir peur trop longtemps. Il faut surmonter ses peurs parce que c'est pas un sentiment qui permet d'avancer. Mais effectivement, je me suis désisté 2 fois. Et la troisième fois, la première opération qui allait jusqu'au bout, c'était donc toujours dans l'est de la France. C'était un lot de 2 appartements. Je m'étais un peu renseigné dans la ville. J'avais dit que je cherchais quelque chose et on m'a présenté. C'était un chasseur. Qui m'avait été présenté par quelqu'un que je connaissais. Et donc effectivement, un truc simple. Alors pas une rentabilité faramineuse, mais par contre, voilà, c'était le truc assez simple. 2 lots, un F2 et un F3. Le coût de ces 2 lots, on était à 130 000 euros pour les deux. Ils étaient déjà loués, donc je veux dire, il y avait déjà les loyers. Moi, je savais que j'allais augmenter les loyers juste après. Dès qu'il y avait un départ, j'ai eu un prêt à 110%. En plus, on était avec des taux d'intérêt que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça fait pas si longtemps que ça, mais j'avais eu un taux c'était pas 0,95 non plus, mais c'était un 1,2. Voilà. Donc c'était vraiment très bien. Donc les 2 locataires après sont partis. Ça c'était après l'opération. Il y a quelques mois après, on va dire 6 mois après, j'ai eu un premier départ sur un des 2 biens que j'ai tout de suite mis en LCD, donc en location courte durée, et l'autre 6 mois après, la personne partait et j'en ai profité pour augmenter les loyers et jusqu'à maintenant tout se passe très bien sur ce bien. Combien de coût de revient 130 000, c'est ça, si j'ai bien compris? Alors prix d'achat avec les frais du chasseur, ça m'a coûté exactement 134 000 euros. Hors frais de chasse, 130 000 euros. Voilà pour 2 biens, un de 60 mètres carrés à peu près, et l'autre non loi Carrez 73 et loi Carrez 50 puisqu'il est mansardé, avec un grand box de 130 mètres carrés en bas aussi, où je suis en indivision avec un autre propriétaire. Et tu tires combien de loyer sur ces 2 biens-là? Alors sur le F3 qui est loué en nu, je suis à 685 euros de loyer mensuel. Et sur l'autre, je suis en LCD. Donc en LCD, ça rapporte plus forcément. Et je suis à peu près par an à 15 000 euros net hors frais de ménage. Du coup, je suis à 1250 euros hors frais de ménage sur ce bien en LCD, quoi. Donc en gros, je suis à les deux avec les deux locations en loyer. Je suis à plus de 1008. Hein. Et à l'année, ça te ferait, moi j'avais calculé 22 000, c'est ça à peu près à l'année. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et donc ça fait une rentabilité a priori, ouais, autour de 17%, donc très très beau, enfin brut. Hein. Brut. En net, je suis en net sur la LCD, je suis à 12% et en net sur l'autre bien, je suis à 6,42. D'accord. Sur même si on base si on est sur en nu, donc on est sur 12 mois, enfin t'as pas de vacances. Non, j'imagine. Non, j'ai pas de vacances. C'est du nu. Ouais. Donc voilà, okay, première opération qui se passe bien, pas trop de danger. Du coup, ça rassure quoi.
quand on a ce genre d'opération. C'est pas non plus de folie si c'était pas en LCD, parce que c'est devenu en LCD après. Mais au début, la rentabilité, voilà, était de 7%, 8% net. C'est super respectable. Ça me ramenait peut-être quelques centaines d'euros. Mais là, quand même, là, en cash flow, j'ai en net, et ça, je te calcule l'imposition avec, et les frais annexes. Enfin, je suis en net à 532 euros pour les deux biens. Ouais, ce qui est très bon, très haut pour la tranche enfin l'enveloppe, tu vois, de l'investissement, quoi. Carrément, c'est vraiment très chouette. T'en as fait d'autres depuis? Comment ça s'est fait? Alors depuis, oui, j'en ai fait. Comme donc là, j'avais les deux appartements. Quand t'as un bien, la plupart du temps, t'apprends aussi sur le tas. Mais là, j'étais déjà formé. Je me suis formé en 2022 à la suite de cet achat par un organisme de formation en ligne. On était 3 mois après. Je rachète un autre bien. C'était le 28 janvier d'ailleurs, 2022. J'achète un bien. Là, c'était pas un lot, alors que ma stratégie après, c'était d'acheter que des lots, minimum de 2. Mais là, l'affaire, elle était bonne. Il y avait pas trop de risques. Et des affaires comme ça, quand on voit que ça traîne, il faut les prendre. C'était un appartement de 66 mètres carrés, un F3, avec un prix d'achat, frais d'agence inclus à 59 262. En plus de ça, j'avais fait un emprunt de 110%. Donc c'était auprès d'un organisme social qui s'appelle Vivest. Et donc du coup, tu sais, souvent ils mettent leurs biens dans le privé. Et c'est là que ça peut être intéressant. Et je suis venu à ce moment-là. Et donc le bien, il coûtait pas très cher. J'avais des mensualités de crédit à peu près de 352 euros. Et je savais que je pouvais louer pratiquement au même prix que j'avais déjà loué mon ancien appartement. Donc à 675 euros. Voilà. Je l'ai loué le lendemain que j'ai mis l'annonce. Il y a eu du monde qui m'a appelé et je l'ai loué sans grande difficulté. Donc là, on est avec 8,23 de rentabilité, avec un cash flow qui est pas énorme puisque c'est la location nue, qui est à 70 euros net. Là, je te compte les impôts, tout ça. Donc voilà quoi. T'étais plafonné en termes de loyer parce que t'as acheté auprès de ce bailleur social? Oui, j'étais plafonné, mais c'était pas au niveau du plafond du loyer, c'était pas ça. Le problème, c'est que souvent, ça peut être soit le plafond ou soit la durée d'acquisition. C'est-à-dire que moi, c'était 5 ans, j'ai pas le droit de le revendre pendant 5 ans. Donc voilà, c'était seulement ça. Mais je l'ai mis à 665 euros, 675 euros. J'ai trouvé tout de suite. L'opération elle s'est fait vite fait. J'ai emprunté à 110%. Donc ça c'est la saveur aussi d'une bonne relation bancaire. Et il faut savoir aussi qu'à chaque fois pour le financement, la plupart du temps, on m'a dit non. Hein. C'est-à-dire qu'au début, même pour le premier bien, c'était non sur les banques à Paris, quoi. Et je me suis dit j'achète dans l'Est et je suis parti avec ma petite sacoche voir des banques dans l'Est et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon premier financement. Et c'était grâce à un courtier. Le premier, c'était grâce à un courtier. D'accord. T'as fait beaucoup de tentatives là-bas, t'as fait beaucoup de tentatives, même en local, pour obtenir une banque qui te suive? Alors, c'était à Paris que j'ai fait beaucoup de tentatives. J'ai fait à peu près 8 banques qui m'ont dit, notamment mes banques originelles, m'ont dit non. Et donc, c'est en passant par un courtier. Donc, un ami m'a parlé d'un courtier. Et c'est ce courtier-là, très bonne relation. Il avait essuyé pas mal de refus et hop, on a trouvé vraiment un accord positif auprès de la caisse d'épargne. Et donc ça a commencé comme ça parce que souvent, si j'avais pas rencontré ce banquier par ce courtier, franchement, j'aurais pas eu les 8 biens que j'ai aujourd'hui, quoi. Ouais, non, bien sûr. Le province, c'est bien pour les prix pas chers et en plus les relations qui fonctionnent, quoi, en termes des banques pour le financement. Ouais, excuse-moi, sur ce deuxième, du coup, il y a quand même, tu dis, assez peu de cash flow. Ça faisait partie de la stratégie où tu t'es dit, bon, allez, il faut que j'enchaîne dans tous les cas, c'est autofinancé, ça va pour moi, pour enchaîner derrière. C'était quoi ta mentalité? C'est venu comme ça par hasard. D'abord, je trouvais que c'était une bonne affaire parce que par rapport au marché, l'appartement était pratiquement 20% en dessous.
Donc c'est pour ça que c'était intéressant, parce que je savais qu'à la revente tout de suite, j'allais le revendre 20%. Si je le revendais tout de suite, j'aurais eu 20%, voire 30% au-dessus du prix. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc c'était pas tant pour le cash flow, mais c'était parce que c'était une belle opération par rapport au prix du marché. Et ton loyer, il est combien en dessous du loyer du marché? Non, mon loyer, il est au-dessus, un peu au-dessus du marché. Ah ok, donc le Je plafonnement suis de pas loyer plafonné. imposé. Non, 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 Ah non. ok, Et même d'accord. les plafonds Ok. sont assez larges, hein. Franchement, surtout en région, les plafonds sont pas larges comme à Paris, où comme déjà les loyers sont hyper chers, donc du coup le plafond se comprend. Mais en région, de toute manière, si tu augmentes trop ton loyer, tu n'auras pas de locataire. Donc il y a un subtil mélange à faire entre le prix réel du marché et quand tu augmentes un tout petit peu pour que ça soit pour trouver les meilleurs clients, quoi. Enfin les meilleurs locataires. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, non, moi, je comprends. Je comprends. Ouais, donc du coup, c'est cette obligation de louer pendant 5 ans. À l'issue de cette période, tu peux le revendre avec une forte plus-value déjà aujourd'hui. Donc peut-être, voilà, même sans les appréciations futures. Exactement. Donc c'est ça que tu voyais dans cette OP. Ouais, voilà, cette opération, c'était vraiment ça. En plus, j'étais chaud, j'avais envie de dégainer parce que j'étais en train de faire la formation en même temps. Franchement, j'aurais pu acheter toutes les semaines quelque chose, quoi. Ok. Donc ça, c'était effectivement janvier 2022 que tu avais acheté. J'imagine que tu as remis assez rapidement. Donc à la mi-année, c'était plié. Ouais. Il y a eu ensuite, ça s'est enchaîné quand la troisième du coup? Alors la troisième, ça s'est enchaîné au mois de juin 2022. Donc je continue à chercher, mais là je me suis rendu compte que les 2 premières affaires étaient des bonnes affaires et que finalement il n'y avait pas de si bonnes affaires que ça en temps normal et qu'il fallait un peu galérer. Et c'est ça le piège, parce que quand tu commences avec des choses safe, l'avantage c'est que tu as envie de continuer, donc ça c'est cool. Mais le truc c'est que les bonnes affaires, franchement, je me suis aperçu que putain, fallait chercher, quoi, et que c'est pas parce que tu crois que c'est une bonne affaire que c'est une bonne affaire, et que la plupart du temps et donc le troisième bien, je l'ai trouvé. C'était un lot de 2 appartements, un F5 de 95 mètres carrés, qui était accolé à un studio qui appartenait au même propriétaire. Et donc je l'ai acheté, j'ai acheté les deux, pas cher, toujours en Moselle, à 80 000 euros, plus 8% de frais d'agence. Et donc du coup, il y avait pas mal de travaux quand même à faire, parce que il était dans un état, si tu veux je t'enverrai les photos, mais l'état il était pas, c'était un peu comme tu connais, c'est ça qu'on aime. Et donc du coup moi j'avais déjà un artisan sur place, et donc j'ai fait à peu près pour les 2 appartements 20 000 euros de travaux. Donc au prix du mètre carré, au niveau des travaux, c'était du rafraîchissement, hein. Donc cuisine, salle de bain uniquement pour le studio, tous les sols, peinture et un peu de démolition pour agrandir un peu les espaces et faire entrer la lumière. Voilà, donc franchement, 2 appartements pour 80 000 euros, 20 000 euros de travaux, j'en ai eu pour 100 000 euros. Je te compte pas les taux d'intérêt au niveau du crédit. J'ai eu un prêt à 1,45. Donc j'ai fait ma stratégie. C'est un appartement en longue durée, un autre en LCD. Donc j'ai pris en LCD le studio. Moi je suis vraiment très content de ce studio parce qu'il rapporte 1020 euros par mois, ce qui est vraiment dans ce département-là quelque chose de vraiment bien, sachant qu'il fait 20 mètres carrés et qu'un studio à peu près ça coûte même pas. Il me coûterait, c'est comme si je l'avais acheté, si tu veux, si au tantième, je fais un calcul, c'est comme si je l'avais acheté à peu près un peu moins de 21 000 euros, tu vois. Donc, si tu veux, par un appartement qui te coûte à peu près 21 000 euros et qui te rapporte 1020 euros hors frais de ménage de cash flow par mois, c'est pas mal. Et donc, le F5, je l'ai mis en location nu à 790 euros. Donc, on est sur une acquisition qui rapporte 1810 euros par mois. En plus, j'ai réussi à faire passer les frais de mobilier qui étaient de 5200 auprès du notaire. Voilà, j'ai une rentabilité au total, hein, parce que là, je vais te faire le total de 13,7% net, avec un cash flow de 827 euros. Dans un court instant, on verra comment Tony gère ses locations courte durée à distance sans l'aide d'une conciergerie, comment il réagit face à l'abandon de chantier de la société Broussard et comment il remonte la pente. À tout de suite.
Ok, donc là, dans tes calculs pour le cash flow et la renta, c'est que tu prends le constaté de tes loyers nets de location courte durée, et pareil, tu prends 12 mois sur la location nue parce que là aussi, s'il n'y a pas peu de vacances. Ok. Ouais, en fait, j'ai pris les chiffres, le chiffre d'affaires, puisque c'est du LMNP. Je l'ai pris sur 12, enfin sur l'année, j'ai divisé par 12. Et donc j'ai pris le net pour diviser par 12. Et T'as voilà. retiré assurance, taxe foncière, tout ça? Non, j'ai pas retiré. Ah oui, pour le net. Oui, ça, j'ai tout mis à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que le prix le montant que je te donne, c'est en ayant pris toutes les charges incluses. Hein. C'est-à-dire, Ça et marche. même fiscalité aussi. Et en LCD, en Moselle, c'est quoi? C'est vers Metz, justement, ou c'est dans Alors c'est des pas zones plus... Metz, c'est à Ouais. 45 minutes, donc c'est pas Metz. Mais oui, c'est vrai que tu peux descendre à Metz, c'est à 45 minutes de Metz à peu près. Et là, Donc tu captes quel genre de passagers, enfin de passagers, de voyageurs? euh, la SNCF. Euh, alors, effectivement, moi au début, ça c'est pour la petite anecdote, personne aurait mis un copec sur les endroits où j'ai misé sur la LCD. D'autant plus que même ceux qui y habitent, ils y croyaient pas quand je leur montrais tout simplement les chiffres. Moi-même, enfin moi j'y ai cru parce que je savais, enfin j'ai fait une petite formation de location courte durée, donc je savais qu'il y avait une demande. Donc faut pas oublier que c'est des endroits qui sont frontaliers et qui sont des croisements aussi entre la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne. Et donc du coup, il y a souvent du passage pour les sociétés et les entreprises. Et après, il y a les familles aussi. Il y a des visites familiales. Donc on va dire qu'en termes de pourcentage, moi, dans ma clientèle, j'ai à peu près 75%. C'est des gens qui viennent travailler. Et après, sur les 25%, j'ai des gens qui viennent voir papa, maman, mais qui veulent être chez eux. Et après, 5% de tourisme comme ça en direct. Ouais, et ça se remplit. J'ai quand même des taux de remplissage à plus de 70% pour l'ensemble des biens que j'ai en LCD à 45 minutes de messe. Hein. C'est pas mal. Hein. Complètement, et c'est vrai que c'est l'idée toujours que se dire il faut que ce soit des trucs touristiques, des zones touristiques pour que ça Mm. marche en LCD. Là, tu montres que c'est Non, effectivement pas... je veux te dire un truc, c'est d'autant plus faux de dire ça que moi j'ai un bien dont je te parlerai tout à l'heure, qui est ma dernière acquisition que j'ai acheté en Normandie, vraiment à la porte d'Honfleur. Et franchement, mes prochains investissements, je les fais dans l'est, hein, je te le dis, hein, parce que faut pas mélanger entre le saisonnier et la vraie rentabilité de toute, enfin, non, je me trompe de mots. Le saisonnier est vraiment la LCD vraiment toute l'année. Moi, j'ai vraiment la LCD toute l'année. Et pendant les vacances, ça augmente en plus de ça un tout petit peu parce que du coup, les gens ils restent un peu plus longtemps. Tandis que en Le Normandie, par touristique. exemple, les touristiques, t'as vraiment, ça commence, on va dire, avril au plus tôt et jusqu'en septembre. Donc du coup, on va dire, tu as des mois forts comme juin, juillet, août, où tu dois faire pratiquement toute ton année dessus. Et les autres mois, bon ben, t'es plutôt à 25% de taux de remplissage, quoi. Et c'est déjà pas mal, quoi. Donc quand tu lisses à l'année et surtout par rapport au prix d'acquisition, alors c'est clair que l'été là, tu peux y aller, tu mets un paquet sur tes clients, mais par contre après le reste de l'année, un peu moins, quoi. Donc du coup, quand tu fais le prorata du prix d'acquisition, avec la rentabilité, il n'y a pas photo. La prochaine OP, c'est la dernière, la quatrième? Alors la quatrième, effectivement, donc là je t'ai dit le lot de deux, franchement, je t'ai un peu donné tous les chiffres. Donc rentabilité 13,7, 827 euros de cash flow. Donc et en plus studio et F5 sur le même palier. Franchement, c'était vraiment, moi je suis content de cette affaire et parce qu'elle rapporte franchement pas mal d'argent. Ça m'a même donné envie d'acheter plus de F5 Studio, quoi. Mais bon, ça se trouve pas comme ça. Donc le quatrième achat, je l'ai fait dans une ville toujours dans l'est. Tu vois, comme j'ai une appétence c'est vraiment mon secteur d'activité, quoi. J'ai 3 villes dans l'est où j'investis tout le temps et parce que je les connais bien, parce que les gens ils m'appellent direct dès qu'il y a quelque chose qui sort. Donc c'était le 8 juillet 2022, donc un mois après.
J'ai fait un achat d'un appartement F2 à peu près de 56 mètres carrés. Donc du coup, je l'ai acheté 45 000 euros, frais d'agence inclus. C'était un mec, il était malade, il avait un cancer. Et donc j'ai sauté sous l'occasion, pas de son concert, hein, mais parce qu'il voulait vendre quoi. D'une certaine manière, je lui ai rendu service puisque c'est ce qu'il voulait. Et aussi, à chaque fois que j'ai acheté, j'ai les prix d'achat auxquels j'ai obtenu l'offre, c'est des prix que j'ai négociés à chaque fois 30% en dessous du prix qui m'était proposé. Ça, je l'ai pas dit, mais il y a eu vraiment ce levier aussi de la négociation. Et donc sur le quatrième achat, 45 000 euros, j'ai des remboursements de crédit de 342 euros par mois. Je l'ai mis directement en LCD, celui-là. Puisque voilà, je commençais vraiment bien à toucher en LCD. Alors il rapporte en net, hors frais de ménage. Je dis bien hors frais de ménage, c'est important de le dire. Mais sinon toutes les autres charges sont comptées, mais il rapporte 1270 euros par mois. Et donc il y a un cash flow net de 521 euros. Et on va dire que c'est une rentabilité de 13,6. Ça marche. Avant de peut-être revenir au dernier invest, sur la partie gestion, est-ce que comme tous ces biens-là étaient à peu près au même endroit, du coup, comment tu t'organises pour avec la conciergerie ou autre, pour gérer ces biens en LCD notamment? Alors, j'ai pas de conciergerie. J'ai décidé de le faire seul. J'ai un channel manager, donc j'ai avant même d'avoir la LCD, j'avais fait pas mal de d'écoute et de vision de vidéo, mais après je me suis surtout aussi formé par rapport à ça, parce que j'ai vu tout de suite que ça allait être technique. On se rend compte très rapidement que ça on peut être vite dépassé. Donc après le tout c'est d'automatiser d'abord les réservations, avoir un planning général sur tous les biens, pouvoir automatiser aussi les messages. Donc moi j'ai trouvé un channel manager qui est super pour ça, qui est français, donc je vais le citer parce que c'est français. C'est pas que je suis chauvin, mais quand les Français font quelque chose de bien, faut le dire. C'est super haute. Et donc du coup ça m'a beaucoup aidé à alors en plus moi je suis super haute. Alors ils étaient pas au début, mais voilà, c'était pas trop loin quand j'ai commencé à m'intéresser à eux. Mais ça permet vraiment de gérer tout l'aspect automatisation des messages, comptabilité un tout petit peu aussi, même si c'est pas un organisme comptable, analyse, que ce soit sur les taux d'occupation, la facturation, c'est-à-dire que tu peux envoyer des factures à tes clients. Tu peux, t'as un dashboard qui te permet vraiment d'avoir l'ensemble de tes biens et comptablement de voir combien rapporte chaque bien, et comme ça visuellement tu peux voir où c'est rempli, où c'est pas rempli, et gérer les arrivées et les sorties, et même par rapport en interne quand tu as une femme de ménage ou une équipe de femmes de ménage, qu'elles reçoivent directement une notification pour qu'elle aille faire le ménage. Donc pour mettre ça en place, alors c'est jamais facile quand c'est la première fois pour ceux qui essayent pour la première fois, mais après il y a comme une petite magie, une magie du subconscient, où une fois que tu arrives à bien gérer ça, bon bah ça se fait vraiment de manière automatique quoi. C'est-à-dire que même toi tu as des réflexes automatiques, dès qu'il y a un truc tu arrives à appréhender un problème. Donc pour ça moi j'ai deux trois artisans qui travaillent sur la région, qui ont déjà fait soit des travaux avec moi, soit ont été en contact avec quelqu'un qui a déjà fait des travaux pour moi. Donc dès qu'il y a un petit pépin, je les envoie. J'ai la femme de ménage, la société, j'ai un contrat avec une société de ménage. Comme ça, quand il y a des périodes de vacations, vacataires, la femme de ménage, moi, ça me permet de pas être en rade et donc du coup avoir un problème de ménage, parce que pour moi c'est le poste le plus important. C'est vraiment celui de la femme de ménage, plus que de la conciergerie, hein, puisque la conciergerie en fait c'est une société qui va te prendre une femme de ménage et lui dire ce qu'il faut faire et vérifier entre guillemets, et après prendre tes réservations et tout ce que fait un channel manager de manière automatique quoi. Mais c'est pour ça que le point fort, c'est si t'as la femme de ménage, autant que tu le fasses toi-même quoi. Et c'est quoi les trucs que les problématiques que tu as eu à affronter sur la partie LCD et la manière que tu les as contournées ensuite? Alors ce qu'il y a de très positif, c'est que quels que soient les problèmes que tu peux avoir, et tu en auras,
en tout cas pour ceux qui nous écoutent, c'est que ça va dépendre de ta capacité et à accepter la charge mentale. Moi, c'est vrai que j'ai appris beaucoup avec des choses négatives qui ont pu arriver. J'ai eu la prostitution, j'ai eu des coupures d'électricité, j'ai eu une chaudière qui a lâché enfin j'ai à peu près tout eu, hein. J'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu le chauffage qui marchait pas en temps d'hiver du coup, j'ai eu perte des clés, j'ai eu voilà, à peu près, j'ai à peu près eu la totale. Et franchement, la vérité, c'est que à chaque fois, il y a toujours une solution à tous les problèmes. Et quel que soit le problème, il y a toujours une personne qui va pouvoir le régler. Il suffit de prendre un peu de distance avec les choses et après choisir la personne compétente qui va le résoudre pour toi. Par exemple, quand c'était un problème de chaudière, moi j'ai appelé mon chauffagiste, je lui ai dit écoute, là il y a un client, il a un problème il est parti sur place, il a vérifié et il a remis. Pour le dégât des eaux, comme j'ai plusieurs appartements, bon, j'ai pu le mettre dans un autre appartement, je lui ai fait une bonne promo pour qu'il me mette pas un mauvais commentaire. Et donc du coup, le dégât des eaux, assurance, et c'était réglé. C'était pas un gros dégât des eaux, mais ça a quand même été réglé plutôt rapidement, quoi. Donc c'est vraiment pour dire que même si c'est CHIANT à régler, néanmoins il y a toujours une solution au problème et il faut faire preuve de sang-froid. Et après, il faut avoir un réseau quand même. Si t'as pas de réseau, tu vas prendre ta voiture et faire 400 km. Quand t'es papa. Moi, j'ai appris à tout faire à distance. Donc, c'est aussi ce qui pouvait paraître comme quelque chose de un inconvénient, est apparu comme un avantage puisque maintenant, je sais mieux gérer quand je ne suis pas là que quand je suis là. Parce que quand je suis là, je suis obligé de faire tout ce qui a pas été fait. Je travaille beaucoup plus quand je suis là que quand je fais des trucs à distance, quoi. Donc moi ça me convient. Et aujourd'hui, en termes de charge mentale ou de temps que ça te prend, la gestion comme ça de tes LCD? Ça me prend alors un jour tous les mois et demi quand je m'en vais sur place pour acheter les petits trucs manquants, quand je vois qu'elle a pas acheté assez de bouteilles d'eau ou du café, voir si tout est en ordre, s'il y a des petits trucs cassés, tu vois. Ou acheter une petite ampoule ou un drap qui était taché. Et sinon, ça me prend par jour, même pas réellement, je veux dire 15 minutes, quoi. 15 minutes, parce que quand t'as une réservation, t'envoies un petit message sympa. Voilà, le client, il aime bien savoir qu'il y a une personne, un humain derrière, quoi. Donc, et pour garder des bons commentaires, pour que tes réservations continuent, c'est important. Cool. Eh ben, on peut en venir au prochain cas qui va être intéressant aussi. Ton quatrième invest. Alors, quatrième invest, tout se passait bien dans l'Est. Le cinquième d'ailleurs. Ouais, le cinquième d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est le cinquième d'ailleurs, si je c'est le cinquième. C'est le cinquième, c'est la cinquième acquisition où il y a eu une division de 2 biens. Donc en Normandie, aux portes d'Honfleur. Et donc du coup, je tombe c'est une acquisition que j'ai faite pour être très pragmatique le 21 juillet 2022, donc 3 semaines après l'achat, le dernier achat. Je t'ai dit si je pouvais acheter toutes les semaines, franchement, si on me donne des financements, j'achète. Donc du coup c'est une maison, une vieille bâtisse suite à un décès. C'était un décès qui datait déjà de un an. Les frères ils se disputaient pas mal pour la succession et donc du coup j'ai réussi à casser le prix, mais elle était pas loin, elle est assez bord de route, tu vois. Donc du coup j'ai joué sur ça.
Et en même temps, j'ai tout de suite vu le potentiel de cette maison dans la division. J'ai vu que je pouvais créer 2 logements, donc j'en ai créé 2, un de 90 mètres carrés et l'autre à peu près de 45 mètres carrés. Donc avec des super belles salles de bain. Il y a un truc que j'automatise aussi tout mon matériel. Hein. C'est-à-dire que sur tous les biens, c'est à peu près les mêmes carrelages, les mêmes parquets, les mêmes cuisines. Comme ça, en chiffrage, j'arrive rapidement à savoir où je me situe, quoi. Et donc, quand j'ai acheté cette maison, je l'ai acheté à 105 000 euros, frais d'agence inclus, et j'ai eu 119 000 euros de travaux. Donc, on est à 224 000 euros pour l'acquisition de ce bien au total. J'ai eu un emprunt auprès du Crédit Mutuel de 1,85. Donc, on était en fin juillet 2022, on était pratiquement au début de ce qui allait arriver par la suite, quoi. Donc c'était un peu les derniers moments, donc c'est pas mal. Là, les travaux, je les ai fait effectuer par une entreprise qui s'appelle Broussard, qui m'a été conseillée par l'organisme de formation dont je faisais partie. Donc c'est vrai que à chaque fois dans l'Est, c'est que je connaissais, je voyais, je me renseignais beaucoup. Là, dans le groupe de formation dans lequel j'étais, ils nous ont fait une promo de fou sur cette entreprise. Il y a eu une conférence et donc du coup, tous les investisseurs, on a baissé la garde et donc on s'est dit c'est une belle opportunité pour pouvoir faire des travaux rapidement, avoir les devis rapidement et on a toujours le levier de la société de formation pour se dire s'il y a un truc qui se passe mal, bon ben on pourra faire pression par la société de formation pour arriver à ses fins, quoi. Comment ça s'est passé alors du coup les chantiers commencent Alors les chantiers commencent en octobre 2022. Donc tu vois, j'achète le 21 juillet, les travaux commencent en octobre. Donc à la signature du devis, on te demande déjà 40%, tu vois. Après 40%, on te demande 30% pour commencer le chantier. Donc tu te retrouves rapidement à 70%. Alors que le chantier il n'y n'a a pas rien qui est fait, commencé. quoi. Ouais. Mmh. Mais tu dis, de toute façon, l'organisme de formation t'a dit que c'était ok, qu'il n'y avait pas de souci, que c'était normal. Donc tu dis, si eux ils pensent que c'est bon, puisque c'est eux qui me les ont conseillés, tu dis, c'est que c'est bon, qu'il y a pas de problème, quoi. J'étais pas le seul, hein. On est une trentaine d'investisseurs à y avoir cru, quoi. Et donc au début, ça se passe normalement bien. Donc début de chantier, démolition. Donc c'est quand même difficile de se rater une démolition, mais ils ont quand même réussi puisque il y avait des cheminées anciennes et ils ont cassé par le bas, donc t'as tout le conduit qui est tombé en faisant des trous dans le plancher. Donc un mois après, c'était des travailleurs roumains qui parlaient pas français en plus sur le chantier, donc c'était un peu difficile pour pouvoir s'entretenir. Mais comme je suis à 1h45 de la Normandie, donc j'allais comme ça pour aller voir et je disais c'est normal. Il pouvait pas me répondre, donc j'appelais le chef de travaux pour avoir un peu d'informations. Mais voilà, les chefs de travaux ils disent toujours la même chose, hein, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais jusqu'à là, je m'inquiétais pas trop. Ça avançait, c'était démoli, et j'avais le levier de cet organisme de formation. Et donc voilà, les travaux, donc commence en octobre, il y a un premier arrêt de chantier au mois de décembre. Je me demande pourquoi, tu vois. Alors que sur le devis, il y avait quand même une fin de chantier en février. Et je leur disais, mais en février, ça sera jamais terminé. Ah bah si, vous inquiétez pas, franchement, on va mettre toutes les équipes, etc. Et on arrive au mois de décembre, il y a un mois d'arrêt de chantier, tu vois. Je demande pourquoi, l'organisme de formation, je le stipule aussi, puisque je dis, attention, là, il y a un truc qui va pas avec cette société. Ah non, on va passer un coup de fil pour voir ce qui se passe, parce qu'il y avait un suivi aussi de la société de formation qui voulait être crédible aussi par rapport à... Et donc, du coup, le chantier reprend en février, et donc, on me demande... suite à la reprise du chantier, 20% supplémentaire pour arriver à 90%, quoi. J'ai dit, mais le chantier il est à peine à 50%. Et t'as le directeur de Broussard, là, Broussard, qui me dit, non, vous connaissez rien au BTP,
c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a le réagrage qui est fait, c'est déjà 50%. Enfin, il me raconte que des bobards, quoi. Et donc du coup, il me menace de ne pas donner, enfin d'abandonner le chantier si l'argent vient pas, quoi. Donc je retourne sur l'organisme de formation en stipulant la situation. Non, c'est vrai que c'est pas normal. Enfin bref, il y a eu des allers-retours comme ça. Pour te faire court, en gros, le chantier est abandonné une deuxième fois. Et puis une troisième fois, abandon définitif, en sachant que les équipes qu'ils avaient promis n'est jamais arrivé. Il y a eu une personne qui a travaillé sur le chantier qui était un bon artisan. Heureusement qu'il était là, qui a dû rattraper toutes les malfaçons que les artisans romains avaient fait, parce que ils travaillaient sans normes. Il n'y avait pas de livraison de matériel à un moment, donc comment avancer sur un chantier quand il n'y a pas de livraison? Et à un moment, c'est moi qui ai dû donner de ma poche pour. J'ai même après continué les travaux une fois parce que je voyais bien que ça avançait pas. Et moi, j'avais besoin de commencer avant l'été puisque c'est du saisonnier et que mon plan c'était de faire la LCD pour l'été, quoi. On était en quelle année en quelle année? Ouais, du coup, à quelle époque quand le chantier a été abandonné la dernière fois, du coup? On était la dernière fois, c'était à partir du 22 juillet. Donc une année après, en fait, le démarrage. Voilà, une année après l'acte d'acquisition. Donc bon, abandon de chantier. Ensuite, après, il y a eu les problèmes dont on a tous entendu parler, qui ont entraîné le dépôt de bilan de la boîte. Donc là, à ce niveau-là, j'imagine que tu t'espérais plus rien finalement. Comment ça s'est Disons que au début, tu crains de pas pouvoir louer pendant les vacances. Après, tu crains de pas pouvoir louer pendant un an. Et donc du coup, franchement, j'ai pris mes deux mains. J'ai dit à ma femme, écoute, je vais m'absenter pendant quelques semaines. Il faut que je termine ce chantier. Il faut que cette histoire soit derrière nous. J'ai payé des artisans pour qu'ils viennent m'aider. J'ai fait les peintures, les sols. J'avais jamais fait de ça. Je suis pas du BTP, quoi. Je suis du milieu artistique et c'est vrai que c'est pas quelque chose de commun de faire d'être tout à coup spécialisé dans le bâtiment, mais j'ai appris aussi comme ça, mais bref, c'est vrai que c'était un moment assez difficile, mais je me suis dit de toute façon il faut prendre ses responsabilités. Rien n'est idéal, hein, que ça soit dans la vie ou dans la vie d'un investisseur, et donc du coup j'ai terminé les travaux à l'aide d'autres artisans. Donc bien entendu il y a eu plus de nouvelles de Broussard. J'ai vu que j'étais pas le seul, qu'on était une trentaine d'autres, que c'était tout le temps le même modus operandi, que voilà tout. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je dirais aux auditeurs, c'est vraiment de faire gaffe aux acomptes et aussi du fait que ça soit proportionnel aux travaux qui ont été réalisés. Les leviers de j'abandonne le chantier si vous ne faites pas d'acompte, si c'est ça, laissez-le abandonner le chantier parce que vous pouvez vous retourner contre lui parce que non seulement il a une assurance décennale qui peut vous couvrir en cas d'abandon de chantier. D'ailleurs, je me suis retourné aussi contre l'assurance. Ça, c'est un petit plan que je vous donne parce que c'est important. Et ne jamais négliger, quand vous avez des lourds travaux, là j'en ai pour 119 000 euros, les assurances dommages ouvrages qui peuvent être vraiment nécessaires dans ces cas-là et qui peuvent vous protéger en cas. Voilà, ça c'est vraiment les deux conseils si on m'avait donné, parce que l'organisme de formation aurait pu, au lieu de ne pas une fois que c'était plié cette affaire et qu'il était en liquidation, comme par hasard, disparition totale, plus personne au téléphone, alors que cet organisme de formation avait promis de mettre un avocat à disposition pour pouvoir aider ceux qui avaient été victimes de cette société. Voilà, parce que jamais on aurait signé ce bout de papier si on n'avait pas été recommandé et qu'il n'y avait pas eu d'affiliation avec les différents organismes qui le proposaient. Donc avant de proposer un produit, il vaut mieux le tester, en tout cas quand il y a des ampleurs comme ça. Voilà, c'est dommage, mais c'est la vie. Moi, j'ai pas, moi, je suis passé à autre chose. Au contraire, si je peux faire en sorte que d'autres personnes ne peuvent pas puissent s'en sortir avant de se lancer dans les travaux, parce que ça reste quand même le point de vigilance, c'est les travaux. Moins vous en avez, moins vous avez de soucis, plus vous en avez, plus il faut se protéger au cas où si ça se passe mal.
sur ce que tu as payé et pas reçu et dû repayer derrière, en fait, ça donne on va dire un impact financier de quelle ampleur chez toi sur cet épisode du coup? Alors perso, moi j'ai eu sur le devis des choses qui n'ont pas été réalisées, puisque heureusement que j'ai eu un bon artisan qui avait été mis sur le chantier à la suite des Roumains par l'entreprise, qui lui d'ailleurs n'a pas été payé par la société en question. À savoir que moi j'avais fait en sorte sur le devis de pouvoir faire totalement la rénovation extérieure, c'est-à-dire l'isolation extérieure qui n'a pas été fait, les menuiseries qui n'ont pas été faites. Il y avait une sorte de drainage delta MS, une sorte d'étanchéité entre la terre et les murs. C'est un truc assez spécifique qui permet vraiment de consolider bien pendant des années qui n'a pas été fait. Il y a eu un démoussage et certaines réparations sur le toit que j'ai dû faire par la suite mais qui n'ont pas été fait. Et qu'on additionne tout ça sur le devis à peu près 60 sur le devis de non réalisé, il y a 43 000 euros à peu près qui n'ont pas été réalisés, plus l'argent que moi j'ai donné pour terminer le chantier en termes de matériel et la non-perception des loyers, je la compte pas, mais on est à peu près à 65 000 euros en tout. Voilà. C'est ce que t'as coûté finalement cette histoire-là. Exactement. Mais j'ai remis les chiffres sur le papier et pour vous dire que le plus important quand vous achetez un bien, c'est vraiment le prix de départ, parce que même dans l'état, en ayant eu cette mauvaise expérience, ben je ramasse quand même une plus-value si je revendais la maison aujourd'hui, quoi. Tu serais à combien de plus-value si tu revends aujourd'hui? Là, je serai à peu près. Là, parce que j'ai fait une estimation de la maison, je peux la vendre à peu près à 345 000 euros, sachant que avec les chiffres que je t'ai donnés, on était à 200. Attends, je vais les reprendre. À 204, ouais. Voilà, 200. Donc tu penses que t'as 140 de plus-value, quoi. Ouais, en tout cas, bien 100 000 euros. Hein. Comme l'immobilier est en train de baisser en ce moment. Oui, ouais, je pense que j'ai 100 000 euros. T'as fini la division là sur ce bien, ouais, du coup, c'est ça, c'est 2 apparts, ok, ouais. Ça marche. Tu penses que tu peux récupérer un petit peu sur ce que t'as perdu? Est-ce que les démarches que tu fais actuellement en class action, etc., ça va, enfin, j'espère. En tout cas, il faut savoir qu'il n'y a pas non plus énormément de leviers, hein, quand tu es face à une société qui est en liquidation judiciaire. T'as pas donc en fait un liquidateur judiciaire qui est là pour percevoir les informations concernant l'actif de la société et le passif. Donc quand il n'y a pas d'actif, bon ben il y a pas de il peut plus rien donner. Donc après ça c'est par rapport à la société Broussard. Donc du coup face à la justice, on a très peu de chances de récupérer quelque chose en allant directement vers la justice. Par contre le président de cette société a plusieurs biens, donc peut-être en pénal, d'ici 3-4 ans, il peut y avoir une suite favorable à tous ceux qui ont émis une créance auprès de Broussard. Mais voilà, les chances sont assez réduites, hein. Ouais, sont extrêmement minimes. Parce que t'es pas le seul créancier, quoi. Oui, d'abord il y a l'État. Il y avait même pas de dette à l'URSSAF, hein, tout ça, mais il y a pas beaucoup d'aide. Mais si t'as pas d'actifs, si t'as pas de trésorerie, si t'as rien, tu peux pas. Si la société elle a zéro, tu peux pas redonner, quoi, en fait. C'est ça le problème, en fait, de ces situations-là. Ouais, puis il y a des gens qui ont été séchés à beaucoup plus que toi dans ce groupe-là, hein, j'imagine, de gens. Oui, alors je suis pas un des moins lésés, mais ça va jusqu'à 330 000. À 2, je crois, il y en a déjà qui sont à 1 million. Hein. Faut savoir que c'est une histoire qui dépasse les 4 millions d'euros. Hein. C'est pareil, hein. On parle vraiment d'une grosse affaire, quoi. C'est pas 600 000 euros, quoi. Enfin, même 600 000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est pas ce que je veux dire. La chose est que moi, du coup, je me suis retourné également contre. Là, il y a pas longtemps, là, j'ai envoyé une mise en demeure à l'assurance, puisque il y a une assurance, une décennale qui avait l'entreprise, qui avait été vérifiée. Donc ça, c'était sur recommandation du liquidateur judiciaire. Et du coup aussi, je suis en train de voir
quels sont les moyens qui me sont permis de mettre aussi une mise en demeure auprès de l'organisme de formation, puisqu'il y a aussi une affiliation qui a été faite et une part de responsabilité à avoir, peut-être à l'amiable, on verra où ça mène. Mais voilà, c'est les seuls biais par lesquels il y a peut-être encore un espoir. Mais comme on dit, l'espoir fait vivre. Tu mentionnais, tu mentionnais l'assurance, c'est peut-être ce qui est plus réaliste d'espérer Oui. recevoir de ce côté-là. Tu disais que c'était important du coup de constater l'abandon de chantier, c'est ça qui te fait Voilà, oui, démarcher. c'est important moi j'ai fait un constat du chier. Mais après, faut savoir pour les auditeurs que rien ne se passe exactement dans un tempo de malade mental. Ah, j'ai une embrouille, constat du chier immédiatement. Oh, je lui renvoie. Non, à chaque fois, c'est toujours imbriqué, quoi. Parce que quand vous faites un constat du chier, donc pour que ça soit constaté, imaginons si, le temps qu'un expert, par exemple, du parti adverse passe, il peut se passer 6 mois. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 mois? Il n'y a pas d'exploitation sur le bien, mais ce qui est sûr, c'est que vous continuez à rembourser un crédit, quoi. Donc à un moment, quand vous continuez à rembourser, en plus moi j'avais dû différer sur tous mes prêts, sauf sur les 2 derniers dont je t'ai parlé. Donc du coup, au bout d'un certain moment, ça commence à avoir un certain poids, quoi. Et tu disais que c'était la dommage ouvrage t'aurait permis d'aller peut-être plus vite ou d'être mieux Oui. remboursé, indemnisé? Ah, complètement. T'as eu la confirmation, ça, Oui, par un avocat. Ok. Ouais, donc ne négligez pas ça. Dommage ouvrage, surtout pour les marchands de biens, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Ils sont assurés la plupart du temps quand ils ont des gros travaux. Donc, mais c'est vrai que ça, c'est un petit conseil qui peut valoir quand même pas mal et qui peut rassurer, parce que les travaux, encore une fois, c'est vraiment le levier. Effectivement, on peut faire du bénéfice, pardon, mais c'est aussi le levier où le danger peut arriver et où on peut se retrouver cadenassé. Ouais, j'en parlerai de François Ségurin, je l'avais invité sur le podcast, qui est dans l'assurance, il nous avait parlé de ça un peu, mais je vais lui en parler, mais pour confirmer, ouais, du coup, on n'y pense pas forcément, parce que comme on fait du locatif, on se dit, ouais, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un bazooka pour tuer une mouche, quoi. Mais, Non, je te rassure que franchement, quand on m'a dit ça, j'ai dit, bah oui, mais si j'avais pas eu ces leviers-là, mais c'est vrai, mais qui va prendre une société qui est dans le sud de la France pour faire des travaux dans le nord, quoi. Il faut bien, si il y avait un jugement, il faut bien qu'il y ait un levier qui soit enlevé pour faire face à cette situation. Et ça, c'était l'organisme de formation. Et ça aussi, moi, un de mes avocats m'a dit que j'avais de grandes chances aussi en allant vers cette direction-là. Mais on va faire, si l'assurance me répond, tant mieux. Dans ce cas, j'aurais pas besoin. Mais s'il faut aller plus haut, j'irai plus haut. Tu continues néanmoins à chercher à investir, à continuer à construire derrière ou Non, depuis, j'ai été vraiment traumatisé, choqué. Je vois un psychanalyste. Non, je rigole, pas quoi, je rigole. Putain, moi j'étais sérieux. Tu me dis. Non, je blague. Non, alors, j'ai encore fait une offre, j'ai fait une offre la semaine dernière. Là, tu dis la vérité, là. Oui, oui. Okay. Vas-y, raconte-nous celle-là, là. On va pas partir sur une note négative. Oui, non, j'ai fait une offre la semaine dernière que pour l'instant n'a pas encore été acceptée. C'était sur un immeuble dans l'Est. Du coup, je suis retourné au basique et donc du coup, elle n'a pas été acceptée, mais bon, je suis à l'affût là d'un prochain bien. Je cherche un immeuble. Voilà. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut pas s'arrêter sur une note négative. Deux exemples. Enfin, deux exemples. Deux choses importantes à dire, c'est que maintenant la maison avec les 2 appartements, elle est terminée, elle est louée. Là, on est en basse saison, mais elle est quand même louée les week-ends en Airbnb, en LCD. Ça a augmenté quand même ma rentabilité dans l'ensemble de mes locations LCD. En plus, on peut en profiter avec ma famille quelques week-ends pour aller à côté de la mer, on mange des huîtres. Et pour tous ceux qui connaissent pas la région normande, Varonfleur, il fait bon vivre. Et donc je savais pas, mais c'était la 4e ville, je crois, la plus touristique pendant la haute saison. Donc c'est très agréable d'être là-bas. Je vous invite vraiment à y aller. Et qui sait, je louer mon appart. Voilà. Au passage. Je vous invite pas, mais je vous invite à louer un des 2 appartements qui sont très jolis. Et donc
Pourquoi je te dis ça? Ah oui, l'autre aussi, donc ça c'est positif, hein, donc et c'est terminé depuis le 15 août. L'autre fait, c'est que là va commencer les Jeux Olympiques. Les Parisiens, ils vont quitter la région parisienne. À mon avis, il y en a beaucoup qui vont aller en Normandie. Donc voilà, cette histoire. Toutes les histoires, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais voilà, elle a été arrangée. Là, la suite, c'est la justice qui va donner son avis. Voilà, mais il faut pas cesser. Moi, ça m'a pas. Alors sur le coup, t'es dégoûté parce que qui aime se faire arnaquer, personne. Mais après, voilà, ça fait partie de la vie d'avoir des obstacles. Mais moi, je suis plutôt positif par rapport à ça. Maintenant, je sais très bien. Maintenant que je connais les travaux, si tu mets sur une visite, bon ben j'arrive tout de suite à voir ce qui va prendre du temps, là où ça va être plus simple ou pas, et à chiffrer aussi. Voilà, maintenant j'ai tout, j'ai pas mal de matos aussi, donc et je trouve ça intéressant parce que l'air de rien, j'ai appris beaucoup de choses. Là, je suis en train de faire la déclaration de fin. Tu sais, quand tu fais une déclaration comme j'avais l'isolation extérieure, le changement des fenêtres, tu fais une déclaration au niveau de l'urbanisme. Donc là, je fais une déclaration de fin de travaux là, et c'est un peu la fin d'une histoire. Mais je trouve ça intéressant. Mais pas du tout, ça m'a pas du tout empêché de continuer à investir. La semaine dernière, c'était une offre. Là, dès que je vois j'ai un associé avec enfin, une personne qui veut s'associer avec moi pour continuer aussi, parce que c'est vrai que je fais des bons chiffres et je voulais goûter en fait, moi, quand j'ai commencé à goûter à la saveur du cash dans dans l'immobilier, c'est une saveur très très intéressante. Mais je tiens à mettre une chose en exergue, c'est que cette saveur du cash, quand vous l'avez pas en nom propre, je pense que c'est dommage. Pourquoi? Parce que quand tu investis en société et que tu as un associé, si par exemple l'associé, lui, il goûte à cette saveur du cash, de ses loyers qui arrivent directement sur son compte bancaire, et après il fait de l'investissement en société, ce même argent n'arrivera pas sur son compte, donc du coup il sera destiné à être investi ou à être dans d'autres actifs, mais pas dans ton compte en banque. Tu pourras pas user de cet argent comme tu le souhaites. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Alors je dis pas à tout le monde d'investir uniquement en nom propre, mais je pense que d'avoir les deux c'est bien quoi. Donc moi là j'ai fait tous mes achats en nom propre depuis le début, donc ça j'ai bien goûté à la saveur du cash, et donc maintenant j'ai envie de passer plutôt à l'investissement en société, voilà, pour le patrimonial et aussi pour d'autres stratégies, et m'associer pour avoir encore plus d'impact, parce que c'est vrai que quand tu fais des bonnes affaires tout seul t'es content, etc., mais quand tu peux en faire des plus grosses et être accompagné, c'est encore mieux. Ouais, alors du coup, tu consommes ton cash flow en fait pour tes dépenses courantes. Si tu fais un petit peu un budget de. Alors j'ai calculé, je me fais une moyenne, un minimum de 2000 euros de cash flow sans compter la Normandie. Avec la Normandie, je suis à peu près à 2500, 2600 euros. D'accord. De cash flow net, hein, net. Et ça, est-ce que tu t'en fais de ça? Est-ce que ça vient dans tes dépenses courantes, dans ton train de vie, ou est-ce que tu le réinvestis totalement, ou une partie, ou comment tu Alors, ce cash flow, quand il y a eu le problème des travaux, du coup, je l'ai réinvesti dans les travaux pour les terminer. Ça date de quelques mois. Et sinon, à chaque fois, ça m'a permis d'épargner, hein, parce que moi, j'aime bien la notion d'épargne, d'épargner un peu pour avoir à chaque fois un peu d'apport pour la suite. Et c'est vrai que ce qui me reste, je l'utilise un tout petit peu, on va dire 30%. Pour le budget familial, là par exemple je viens d'acheter une voiture, bon comme je l'ai pris en LOA, du coup je vais le mettre un peu plus, voilà, je vais mettre peut-être 15% dans cette location là quoi. Ouais. Non, c'est important aussi parce que de pas consommer trop le cash flow, parce que c'est ça souvent un petit peu le problème, c'est qu'on est du cash flow qui est bon tant qu'on exploite, notamment la MNP ou autre, mais dès qu'on arrive à la fin de l'amortissement ou autre, ou quand il y a un peu moins de
Quand il y a un peu plus de vacances, en fait, quand le train de vie augmente, alors que le cash flow est pas forcément aussi prévisible, c'est là où arrivent les problèmes. Donc 30%, ça me semble quand même assez raisonnable d'utilisation. Et là, je te rejoins complètement, Paco, parce qu'effectivement, cet argent, il servira toujours pour les galères, parce qu'il y en aura des galères. Ça, celui qui dit, enfin, faut arrêter de vendre du rêve aux gens, je pense, et se dire oui, il y aura des galères. Il y a des moments où t'as une chaudière qui pète, il y a des moments où il faut remplacer, il faut faire un nouveau diagnostic énergétique parce que le précédent il est plus valide. Il y a toujours quelque chose où tu dois, là, avec les augmentations énergétiques, si tu fais de la LCD, du coup, ça rogne un peu sur ta renta. Donc, il faut être préparé à tout ça et l'épargne, ça semble un grand moyen pour le faire. Et d'être tout le temps short, c'est pas bon non plus parce que ça veut dire que si t'arrives quoi que ce soit, mais l'avantage, c'est quand même quoi? C'est que là, en net, je me fais quand même un salaire de quelqu'un, par exemple, 2500, ça peut être le salaire de beaucoup de Français. Mais moi j'ai mon salaire aussi à côté. Donc moi ce que je me suis dit une fois que j'ai terminé et heureusement que j'avais un peu d'épargne de côté du coup j'avais économisé un peu d'argent depuis que j'avais un peu de cash flow pour régler ces petits problèmes et acheter du matériel. Mais je me suis dit que j'allais de moins en moins encore toucher le cash flow et m'asseoir uniquement sur mon salaire et comme ça du coup ça fera encore plus d'épargne. Et en nom propre, tu pourrais encore prendre de lever de la dette ou tu arrives au max là, aujourd'hui? Là, je suis pas mal. Alors, j'ai un estimatif. Moi, j'avais un objectif en nom propre d'1 million en termes d'estimatif. Donc là, je suis à 904 000. Donc, il me reste un bien pour y arriver. On aime la dette. On aime la dette, donc il me reste un bien, donc je vais y aller en nom propre. Je pense que je pourrais le faire. Voilà, sur un petit immeuble dans mes petites villes là, d'un immeuble de 2-3 appartements. Donc ça, c'est mon prochain objectif. Et après, c'est rien qu'en société. Mais je pense que je peux encore lever un tout petit peu parce que j'ai des bonnes relations avec mes banques. Je sais exactement pourquoi ils refuseraient et je sais que c'est uniquement sur l'apport et avec l'apport nécessaire, je sais que je pourrais le faire. Enfin, je pourrais lever de la dette en nom propre, quoi. Cool. Bon, bah, écoute, on refera un point d'ici quelques mois, années peut-être, et on verra où est-ce que mais à mon avis, t'as l'air bien parti pour, pour continuer finalement. Après, j'ai un objectif bien en tête. C'est un objectif, alors en nom propre, l'objectif il est presque atteint. Mais sinon, en général, moi, je suis un ancien basketteur et je suis assez fan de Jordan et du numéro 23. Donc, on va dire que mon objectif, c'est 23 lots. Enfin, c'est un peu stupide de dire ça comme ça, mais parce que ça peut être 23 lots pas rentables, ça veut rien dire. Mais je vais essayer d'avoir 23 lots rentables. Pourquoi? Parce que c'est juste un challenge que je me suis dit à moi-même. Je me dis à partir de 23, tu seras arrivé à ton objectif. Et comme je suis un ancien sportif, on aime bien les challenges. Ouais. Là, ça va. Oui, en fait, parce dans chacune des opérations, il y en a quand même 2-3 à chaque fois, puisque tu divisais. Donc, oui, c'était des lots. Là, t'es à 10 aujourd'hui, c'est ça? Je suis à 8. À 8, ouais. Ouais, je suis encore loin. Hein. T'as une petite marge encore, ça va. J'ai une petite marge. Mais je sais pas, mais là, pour l'instant, j'ai fait aucun arbitrage. C'est ça. Et il faut savoir aussi que, compte tenu de mon premier achat, je l'ai fait en octobre 2021. Donc, ouais. Mais cela dit, à mon avis, tu vas arbitrer avant, parce que la saveur du cash aussi, il sera là. Dont tu as parlé. À mon avis, on se retrouve, tu vas me dire, ouais, l'objectif 23 lots, écoute, finalement. Ouais, j'ai abandonné. Tu sais quoi, Paco? t'as sans doute raison. Tiens, voilà. T'as sans doute raison. Non, mais j'en sais rien, mais bon. Non, mais c'est très bien. En tout cas, c'est impressionnant. Surtout la résilience dans ton profil, je trouve, parce que te prendre effectivement, enfin, les profils intermittents du spectacle, on sait que c'est jamais les plus, on va dire, solides pour aller voir le banquier. Des coups comme le coup Broussard et 30-65 d'ardoise et de continuer derrière. Ouais, c'est quand même montre que t'en as envie, quoi. Ouais, j'en ai envie et parce que aussi, j'ai envie de dire dans la vie, on n'a pas non plus soit t'avances, alors c'est pas soit t'avances soit tu crèves.
c'est pas trop ce que j'ai envie de dire, mais moi je suis plutôt dans cette objectif-là. Et tu t'as dit que je suis intermittent du spectacle. Et il y a un conseil pour ceux qui sont auto-entrepreneurs ou ceux qui sont dans pas exactement dans les petits papiers du banquier. Moi, j'étais pas dans les petits papiers du banquier. Mais par contre, si vous constituez des bons dossiers, si vous avez une situation stable, après le truc, tu peux pas emprunter si tu gagnes 1000 euros par mois et que tu es au chômage toute l'année, quoi. Faut arrêter de te leurrer. Il faut aussi que ça soit cohérent par rapport à un projet. Mais si tu sais bien t'encadrer, si tu sais faire des bons dossiers, il faut que ça soit très clairvoyant, très transparent. Si tu sais bien aussi t'entourer, si tu es intermittent et que tu peux t'associer ou bien acheter en indivision s'il le faut, ben fais-le, parce qu'après tu pourras toujours t'arranger pour céder tes parts ou enfin que la personne cède ses parts ou quoi que ce soit, mais de pas avoir peur, à vraiment être administrateur. Plus cette situation elle est précaire, on va dire entre guillemets, au niveau de la banque, et plus il faut que ton dossier soit solide pour lui montrer que voilà, il y a un équilibre. Un peu comme dans la vie, il s'agit d'équilibre, quoi. Tu as des ressources à recommander aux personnes qui nous écoutent, des choses qui t'ont vraiment fait avancer, des choses à écouter, lire, voir? Alors moi j'ai beaucoup lu, je continue à lire beaucoup. Alors moi je sais que la lecture ça m'a beaucoup aidé, et que ça continue à m'aider, hein, d'ailleurs, hein. Les vidéos, les podcasts comme le tien, moi je kiffe, hein, je te suis, je te l'ai dit de toute façon, que je suivais ton émission, j'en suis d'autres, mais la tienne c'est vraiment, je crois que je suis là depuis le début. Et après moi j'ai lu des livres comme Père riche, Père pauvre, comme tout le monde. J'ai lu des livres sur la fiscalité aussi immobilière. J'ai lu des livres sur aussi le mindset, parce que c'est important, l'état d'esprit, parce que souvent, quand tout à l'heure je t'ai parlé de charge mentale, mais la charge mentale c'est vraiment réel. Peu de personnes en parlent, mais dans le concret, ça l'est, surtout quand t'es père de famille et que t'as des enfants. Voilà, quand il y a un truc à régler, tu peux être colérique et on sait pas pourquoi. Et je pense que c'est bien dans ton emploi du temps que tu puisses faire la part des choses et essayer de réguler ta vie immobilière, enfin d'investisseur, à ta vie familiale. En tout cas, d'essayer d'avoir une bonne organisation, c'est important. Donc même j'ai lu aussi comment faire des amis aussi de Dale Carnegie. Ne jamais couper la poire en deux, ça c'est quand je voulais bien négocier. C'est Talaraz, et ça j'ai vraiment bien aimé. Il y a un livre que je lis en ce moment, c'est Penser et devenir riche de Napoléon Hill, que j'aime beaucoup. J'ai lu aussi Henri Gérard, Comment construire son patrimoine, que j'ai bien aimé. Enfin, j'ai à peu près, j'ai vu la dernière fois combien d'euros j'avais dépensé, par exemple, l'année dernière en livres. Je crois que j'étais à 2000 et quelques euros, quoi. 2300 euros. Donc, je suis un gros consommateur de livres. T'as un livre aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est La méthode da Silva, que je conseille aussi. La réussite à portée de tous. Voilà, moi j'aime bien tous les livres qui démocratisent tout ce qui est sur le thème de l'argent, de la richesse, de l'investissement. Tony Robbins aussi, génial. Voilà, tous ces livres où on est en fait dans une démocratisation du capital, des finances, de la société même, parce que ça dépasse moi, petit investisseur, ou les investisseurs, quoi. On investit pourquoi? C'est parce qu'il y a une raison, et parce qu'on et aussi parce qu'on a envie tous de sortir d'une situation pour aller sur une autre situation. Mais au-delà même de la richesse de l'argent, c'est aussi une richesse psychologique et inconsciente. Et voilà, c'est un peu mon chemin. Cool, bah écoute, merci d'être passé ici pour partager tout ça avec nous. Est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, sur Instagram, à Tony Harrison. Pour ceux qui veulent quelques conseils ou juste un échange, Instagram c'est pas mal. Voilà. Et sinon, dans les films ou les pièces de théâtre, si vous aimez le théâtre, voilà, vous tapez Tony Harrison, vous avez des actus.
voilà, il y a plein de projets. Là, je tourne en ce moment une série pour Netflix qui s'appelle Winter Palace. J'étais dans un film là, Jeff Panaclock aussi là, qui est sorti dernièrement. Il y en a d'autres qui sortent. Je tourne en Allemagne et en France et je suis ravi de voilà, le fait de faire ce métier, ça me laisse aussi du temps pour faire un peu d'IMO. Et ça, c'est vraiment, je me suis rendu compte que c'est un réel avantage de pouvoir choisir son timing et voilà quoi. Et après il y a des temps t'es très occupé donc tu peux un peu moins, mais c'est vrai que quand t'es intermittent et que tu investis, c'est pas mal en termes de planning. Bon, merci beaucoup Tony. Passe une bonne journée et puis à très bientôt du coup. En vrai. Merci Paco. Au revoir et bonne À plus. continuation. Ciao ciao. Merci à toi. Ciao. Yes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.